Alors, le couvre-feu numérique, c'est ce que voulait par exemple Gabriel Attal pour ceux qui avaient été condamnés pour harcèlement. Il voulait qu'on prenne des mesures juridiques d'interdiction de consulter les réseaux. Le problème, c'est qu'il faut faire appliquer ensuite à la maison ce couvre-feu. À part les parents, qui peut le faire appliquer ce couvre-feu et on ne va pas couper le réseau pour toute la famille. Donc, est-ce que c'est une bonne idée déjà et est-ce que c'est applicable, Barbara Lefebvre? Non, mais l'idée est excellente. Mais quelle est la modalité d'application? À moins de demander aux enfants de se faire des auto-attestations, ce que je ne fais pas, hein, voilà, parce que... ça serait aux parents de faire respecter cette interdiction judiciaire. C'est pour ça que, a priori, normalement, voilà, l'État n'aurait pas besoin de jouer la nounou si les parents éduquaient leurs enfants. C'est-à-dire que, encore une fois, l'État vient se substituer, vient envahir l'espace intime de la famille. Après, les gens se plaignent, « Oh, l'État est partout ». Bah oui, mais en même temps, faites votre boulot de parents. Je ne vois pas pourquoi l'État viendrait se mêler de comment, à quelle heure j'éteins le portable, à quelle heure j'allume, parce que à la base, des parents qui éduquent leurs enfants, me semble-t-il, normalement, coupent les téléphones portables à une certaine heure. Donc on mange en famille, on coupe le téléphone, mais là il va falloir leur faire une loi inapplicable pour leur expliquer leur rôle de parent. Mais bon, sinon, sur le papier, c'est une excellente idée et c'est pas que le couvre-feu. En fait, on devrait leur interdire le portable à certains. J'avais pas terminé de parler. Ouais. Et culpabiliser les parents alors que les enfants ont plus d'un tour dans leur sac pour déjouer l'autorité parentale, ont parfois des smartphones en cachette, des moyens de... Mais bien sûr, moi quand j'étais adolescente, les réseaux sociaux existaient déjà. Et on avait des skyblogs et quand on n'avait plus ce qui était l'ancêtre, je dis pour les plus jeunes, de comptes Instagram ou des blogs, quoi. Et quand nos parents nous les interdisaient, on allait depuis l'école au CDI où il y avait un ordinateur, les mettre à jour. Donc il y a toujours, les adolescents, quand ils ont envie de faire des bêtises, ils font des bêtises. Et sans parler des enfants qui grandissent dans des familles monoparentales, on dit que bientôt ce sera un quart des familles de France. Quand vous êtes seul parent à charge, c'est très difficile d'interdire des choses aussi addictives que les écrans. Il y a une mesure qui est meilleure que celle-là, parce que Barbara, tu soulignes un point très juste, qui est que comment on contrôle, il y a une mesure qu'on peut contrôler, c'est que pour avoir un compte sur les réseaux sociaux, on reçoit un numéro de France Connect qui permet de créer un compte. Après, ça ne veut pas dire que France Connect a le contrôle sur quoi que ce soit, ça veut juste dire que c'est une autorisation, comme un permis de conduire qui vous permet de conduire. Ce code-là, vous ne le recevez que à 16 ans. Point final. Il y a une mesure pour créer des adultes et des citoyens libres dans notre société. On encadre les mineurs et on les protège. Par ailleurs, aller sur Internet, évidemment, il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a aussi les sites porno. C'est pas forcément une mauvaise chose, parce que sur Internet, il y a aussi de l'information, il y a aussi Wikipédia, il y a aussi des moyens de s'informer et d'apprendre des choses. Tu peux mettre des guillemets, les réseaux sociaux et les sites porno, c'est autre chose. Jérôme Marty, est-ce que tout d'abord, le principe de ce couvre-feu numérique, c'est-à-dire qu'à une certaine heure, c'est terminé, les ados sont plus devant les écrans. D'ailleurs, on sait que ça pose des problèmes de santé. Hein. Oui. Les ados qui veillent jusqu'à 2-3 heures du matin et qui doivent se lever le matin à 7 heures. Est-ce qu'il y a un impact des écrans sur la qualité du sommeil? À l'évidence, oui. Est-ce qu'il y a un impact des écrans sur la qualité de la prise des cours ensuite dans la journée? À l'évidence, oui. Sur l'attention, à l'évidence, oui. Après, on parle d'ados. L'émergence des smartphones, c'est 15 ans, quoi, en gros. Ça a 15 ans. C'est-à-dire, c'est à l'âge des ados, quoi. Donc, ça veut dire qu'ils ont toujours vécu avec ça. Donc, plutôt que de dire on va faire couvre-feu, moi, j'aurais tendance à dire il faut parler de ça, en parler beaucoup. Il faut en parler dès l'instant où les gosses ont 2 ans, 3 ans, et en parler tout le temps. Et il faut accompagner et éduquer avec ces outils qui sont, de toute façon, inévitables. Et je rappelle que les ados sont bien meilleurs que nous dans le maniement de ces outils-là, parce qu'ils sont nés avec, ils ont été accompagnés avec. Donc allez, nous, les plus vieux, en quelque sorte, dire on va empêcher les ados de faire ci et ça. Non, il vaut mieux les éduquer, quoi. Il n'y a rien qui remplace l'éducation. Oui. Moi, je suis effaré, je suis désolé, mais ça m'arrive tous les jours. Hein. D'être effaré donc, oui, entre autres. Mais quand j'ai des gosses à la consultation de 1 an, qui pleurent lors de la consultation, le nombre de mères que je vois leur donner l'écran pour qu'ils se calment, et où dans la seconde, le gosse se calme, ce qui te montre bien qu'il est éduqué à cette espèce d'objet qui le calme, et c'est pas, il ne le découvre pas lors de la consultation. Il a 1 an, le môme, donc ça veut dire que peut-être on lui a mis dans les mains à 6 mois, 7 mois, 8 mois, tu vois. Donc c'est là où c'est à partir de là que ça débute. Et je vais te dire un élément de l'effet pervers, c'est qu'un enfant
véritablement TDAH avec une hyperactivité très forte, le seul moment où tu peux le focaliser, le calmer au niveau de son attention, c'est quand tu lui donnes un écran. Mais qu'est-ce que ça a comme effet pervers? C'est qu'on voit aujourd'hui, donc évidemment on peut comprendre que certains parents, dans le cas de vrais enfants TDAH, mais qu'est-ce qu'on constate maintenant? C'est l'épidémie de TDAH. Alors souvent d'ailleurs même pas avec hyperactivité. Moi je le vois très bien dans l'exercice de mon métier puisque ça fait quand même 20 ans que j'enseigne et par ailleurs je suis enseignante spécialisée, j'ai été prof en Ulysse. Il y a encore 10 ans, on avait très peu d'élèves TDAH. Aujourd'hui, dans une classe, tu peux avoir 5, 6, 7 élèves TDAH. Et je suis désolée, pour certains, ce ne sont pas des TDAH, c'est du TDAH acquis. C'est-à-dire, c'est acquis par l'usage des écrans. Et effectivement, ils n'ont aucune capacité d'attention parce qu'ils ont été mis sur les écrans. Ce n'est pas des vrais TDAH qui est une question cérébrale, etc. Voilà. Fixation d'attention. Aujourd'hui, on est en train de créer des générations de gens qu'on va en plus médicaliser, dont on va ensuite nous dire, alors l'étiquette TDAH, bientôt on va avoir la MDPH, donc on va commencer même peut-être demain à payer des allocations pour les gens TDAH parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer. Ils n'arrivent pas à se concentrer parce que, moi je suis navrée, sur le téléphone, il y a une fonctionnalité pour les parents, il y a des groupes, je ne vais pas donner des noms, Google en a, iPhone en a, tu bloques le téléphone, tu sélectionnes les applications et ton gosse, même s'il va au CDI pour changer un truc, ça va, c'est au CDI, c'est pas à 20h ou à 22h. Donc les parents ont les moyens techniques de le faire. Non, tu peux sonner de toute façon. C'est l'alerte tunnel. C'est l'alerte tunnel. C'est pas l'alerte tunnel parce que j'entends rien dans les tunnels. Moi, c'est Bruno Poncet qui nous l'a donné. Ludovic est avec nous. Ludovic du Var, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour les GG. Bienvenue dans les grandes gueules. Que pensez-vous de ce couvre-feu numérique? Écoutez, l'idée en elle-même, pourquoi pas, mais ensuite pour moi le meilleur des couvre-feux numériques, ça reste l'éducation. Les parents. C'est tout. Les parents doivent reprendre la main sur le portable. Vous savez, c'est pas simple, hein, parce que moi j'ai encore une ado à la maison, qui sort de l'adolescence peu à peu. Elle est dans sa chambre. Je vais pas aller la voir 12 fois dans la soirée pour savoir si elle est sur son portable, pas son portable. Et puis effectivement, il y a le côté du coucher tard, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as pas besoin de son. Si tu as l'application, tu le vois avec ton téléphone. Si elle est sur son téléphone, je ne surveille pas comme ça. Et tu la coupes, clac. Toi, tu as un truc qui coupe le téléphone de ta fille. Bien sûr, elle a un temps limité de consultation, ce qui fait que si elle a épuisé ses 45 minutes par jour, cloque, le téléphone, elle n'a pas d'ordinateur, elle peut pas se mettre sur l'ordi. Elle a mon ordinateur et elle me demande, et dans ce cas-là, je vois ce qu'elle fait. Elle a quel âge? Elle va avoir 15 ans. Eh bien, tu verras dans 2-3 ans. Dans 2-3 ans, elle aura toujours Family Link. Parce qu'on peut imposer à 15 ans et c'est peut-être plus difficile. Oui, mais elle aura toujours Family Link et surtout, elle aura un père et une mère qui sont très stricts, surtout son père d'ailleurs. Donc Ludovic, vous dites les parents, ça suffit? Oui, pour moi les parents ça suffit. De toute façon, technologiquement, ce sera quasiment pas possible parce que le docteur Marty l'a très bien dit. Je pense que les ados ils trouveront la petite faille qui leur permettra de contourner le système. Donc, à mon avis, à ce niveau-là, c'est cuit. Puis non, je pense qu'il est temps que les parents aussi prennent conscience du danger des écrans dès le plus jeune âge et jusqu'à l'âge adulte, quoi, et les adolescents notamment. Parce qu'on pourrait imaginer un système... Et des bénéfices aussi, d'ailleurs. On pourrait imaginer un système où on impose un couvre-feu numérique, on vérifie si les ados ou pas sont sur les réseaux sociaux le soir, et s'ils ne le sont pas, on sanctionne les parents? Oh non, mais non, là, ça devient du flicage. Non mais moi je suis pas pour qu'on sanctionne les parents, mais les parents, moi juste que les parents assument derrière, qu'ils viennent pas ensuite chialer à la MDPH, chialer chez les docteurs, il est TDA, je comprends pas, il se concentre pas en classe, je comprends pas, il arrive plus à l'école. Il y a des solutions aussi. Les vrais TDAH, c'est différent des nouveaux TDAH qu'on a, qui sont juste des gamins qu'on a collés devant des écrans. Parce qu'aujourd'hui, ça finit par porter préjudice au développement cérébral. On met des interdictions sur les réseaux sociaux, etc., mais rien n'est respecté. Vous avez beau dire, ça va être interdit aux mineurs, le TikTok ou autre, c'est pas respecté. Voilà. Vous savez, moi j'étais fan de jeux vidéo, par exemple, quand j'étais gamin, et puis j'ai 42 ans, donc j'ai grandi, on va dire, avec les réseaux sociaux, je les ai vus arriver. J'avais des jeux vidéo, j'avais une console, mais moi, mes parents, je les écoutais, quoi. T'as fait tes devoirs, oui, ok, tu peux jouer à la console. Mais la console, elle était dans votre chambre ou elle était dans le salon? Elle était dans ma chambre, et je peux vous dire que passé 21h, j'avais pas intérêt à allumer la console, et même si j'avais 17 ans. Discretos? Pas du tout, non, mais je me... Non. Vous étiez obéissant. Et il avait été conditionné par un truc qui s'appelle l'éducation. Vous aviez Barbara Lefebvre comme mère? Mais non. J'ai eu un petit peu le clone, je pense. Et ça va, vous en sortez pas trop mal. Écoutez, honnêtement, je m'en porte très bien, je remercie mes parents.
Ouais. Et donc, vous avez des enfants aujourd'hui? Non, je n'en ai pas, mais j'ai des neveux et nièces, des ados. J'ai une nièce qui est une ado qui a 14 ans, j'ai des petits neveux et nièces. Et voilà, et moi, le beau premier, bon, ils ont un tonton qui est dans le métier et je leur explique aussi bien les avantages, on va dire, mais que les dangers. Oui, c'est ça. Voilà, bien sûr que ça a des avantages. Qu'ils fassent du sport plutôt que des écrans. Fatiguez-les la journée, le soir, ils ne sont pas devant les écrans. Exactement. Il a raison. Fatiguez-les la journée, le soir, ils ne seront pas devant les écrans. Le soir, fais-les jouer au rugby. Tu vas voir si le soir, ils sont devant les écrans pendant 3 heures. Et en plus, on régulera les prises de poids intempestives à l'adolescence. Mais ça dit ça à l'éducation nationale, parce qu'ils passent quand même la plupart du temps à l'école et peut-être qu'ils ne font pas assez d'activité physique à l'école. Mais c'est une honte, c'est l'évidence. Je suis d'accord avec ça aussi. Quand une école comme dans les pays anglo-saxons, on a la moitié de la journée où tu fais du sport et le reste l'éducation. Ça, c'est vrai. Tiens, tout à l'heure, c'est déjà ça que j'aurais dû dire. Culture et éducation physique. De 8h à 13h30, ça devrait être l'école et ensuite l'après-midi que les activités. À l'heure où le corps se forme, il faut les semaine. Depuis que les grandes gueules existent, on le dit ça. Mais pourquoi on ne le fait pas? Non. Tout le monde semble d'accord. Tu n'as jamais eu un candidat à la présidentielle, jamais, qui propose ça. Jamais. Ni à droite, ni à gauche, extrême gauche, jamais. Je ne sais pas. Parce que ça semble être le bon sens. Mais c'est l'archi-bon sens. Quand on voit nos enfants qui sont crevés en début d'après-midi, on leur fait des cours de maths, etc., alors qu'ils ont envie de dormir. Ça, c'est sûr. À l'heure où le corps se forme, où le cœur se forme et tout ça, on ne leur fait pas courir. Exactement. C'est idiot. Merci Ludovic d'avoir appelé au 3216. Il y avait une consultation là-dessus sur le compte X des grandes gueules. Un couvre-feu numérique pour les mineurs, est-ce que c'est une bonne idée? Vous dites excellente idée à 75,8%. Très mauvaise idée, 24,2%. Voilà, maintenant, il faut l'appliquer.